Bruno Gollnisch, bonjour. Bonjour. Nous voilà de retour à Strasbourg pour une nouvelle session, la première session du mois d'octobre. Pour une fois, la presse française parle un peu de ce qui se passe dans cette enceinte. Les journaux ont titré ce matin, pour beaucoup d'entre eux, sur ce qui est arrivé à la directive tabac et notamment à la e-cigarette, qui a suscité beaucoup d'engouement et de soutien à travers l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous toucher quelques mots de la position que vous avez prise vous-même sur cette directive? Oui, nous n'avons pas voté cette directive, d'abord parce qu'il y a déjà une directive, deuxièmement parce que c'est un texte extraordinairement bureaucratique, comme tout ce qui se fait dans cette Assemblée. Je crois qu'il y a quelque chose comme 50 pages. On se demande si Bonaparte revenait, s'il pourrait réécrire le Code civil. Qui résolvait par exemple tout le problème de la responsabilité avec un article de 3 lignes, le fameux article 1382, ou tout le problème de la présomption de propriété avec là aussi un seul article. Mais nous n'avons pas voté ce texte. Ceci étant, je tiens à dire que je trouve parfaitement odieux l'espèce de chantage qui a été fait en disant si vous ne votez pas le texte, c'est que vous êtes vendu au lobby des producteurs de tabac. D'abord, je regrette beaucoup qu'il n'y ait pratiquement plus de producteurs de tabac français. Et notamment en Alsace, ici, c'était une grande ressource. On vend toujours du tabac, mais on ne vend plus de tabac français. Le résultat de la privatisation du CEITA, le service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, de la privatisation Altadis, c'est que toutes les manufactures françaises ont fermé. Personnellement, j'ai arrêté de fumer il y a déjà plusieurs années. Je pense effectivement que malheureusement, le tabac est nocif. Mais je crois aussi que ce n'est pas le rôle de la puissance publique que de régler absolument tous les comportements. Et notamment pas le rôle de la puissance publique européenne de prétendre tout régenter, tous les aspects, jusqu'aux aspects les plus intimes ou les plus personnels de la vie de plus de 400 millions d'Européens. Cette prétention-là est tout à fait abusive. C'est assez curieux d'ailleurs parce que c'est seulement à ce moment-là que l'on parle de l'Union européenne. On en parle quand, par exemple, à propos de la directive oiseaux, pour savoir si on peut ou non décider que la pie grièche, le choucas des clochers ou le corbeau-freux seront des espèces chassables ou non, par une réglementation unique depuis le nord de la Laponie jusqu'au sud du Portugal. Bon, on en parlait à propos du beurre, de la teneur en beurre de cacao dans la fabrication du chocolat. Ça a aussi beaucoup suscité de passion. Et puis là maintenant, c'est l'histoire du tabac. En tout cas, nous n'avons pas voté cette directive et nous avons contribué à faire échouer le projet consistant à faire en sorte que la cigarette électronique soit vendue exclusivement en pharmacie. Je m'en excuse auprès des pharmaciens, mais il est évident, contrairement à ce qui a été prétendu, la majorité des avis médicaux concordent pour dire que c'est un moindre mal par rapport à la cigarette classique, parce qu'il y a de la nicotine encore, mais il n'y a plus de goudron ni d'oxyde de carbone. Et par conséquent, nous estimons qu'il ne faut pas décourager ceux qui veulent se désintoxiquer, serait-ce par étapes. La vapoteuse que je suis vous remercie Je vous en prie. de votre soutien. J'espère que vous allez beaucoup vapoter et fumer de moins en moins. Et puis après, vous arrêterez le vapotage ou le vapotisme, je ne sais pas. Je crois que c'est un peu le but du jeu, effectivement. Autre sujet dans l'actualité, M. Barroso, qui va d'ailleurs ajouter au malheur à la fois des habitants et des clandestins échoués sur les côtes de Lampedusa, est aujourd'hui en visite dans cette petite île italienne. Et le Parlement va discuter toute cet après-midi, ou une grande partie de l'après-midi, de la politique migratoire que devrait avoir l'Union européenne, notamment dans la zone Méditerranée. Est-ce que, vous pouvez nous vous donner une réaction sur le sujet. Je dois dire que je suis extraordinairement partagé. Bien sûr, personne n'est insensible au drame qu'ont vécu ces migrants. Mais le pape lui-même a dit que nous devions avoir honte. Sans doute, mais moi j'ai conduit à Lampedusa il y a 10 ans de cela, quand j'étais président du groupe Identité, Tradition, Souveraineté. Notre groupe parlementaire est allé à Lampedusa. Nous sommes montés notamment sur les navires de la marine italienne qui croisent sans cesse au large de Lampedusa, précisément pour essayer de récupérer des gens qui seraient en difficulté, des naufragés, que l'on met ensuite dans un centre d'hébergement, lequel se trouve surchargé. On en a construit un nouveau
plus vaste, il est encore surchargé, et au bout de quelque temps, on les laisse s'égayer en Europe. Je pense qu'il y a des responsabilités dont on parle assez peu. Il y a la responsabilité des passeurs, il y a la responsabilité des gouvernements, des lieux de départ. Qu'il faudrait bien sûr engager. Nous avons détruit l'organisation politique libyenne et nous avons participé en direct d'ailleurs à l'assassinat, à l'élimination physique de Kadhafi. Eh bien, sous Kadhafi, on avait pu négocier que ces choses-là soient relativement sous contrôle. Aujourd'hui, elles ne le sont plus. Ce qui est assez dérisoire dans la riposte européenne, dans la réponse européenne, c'est que voilà, on voit l'Italie qui appelle au secours, autrement dit, qui dit « prenez-en votre part ». Voilà. Alors, si on pose en principe, et c'est ça la grande difficulté du gouvernant, si on pose en principe que quiconque veut venir en Europe a le droit d'y arriver sain et sauf, d'y rester et de s'y implanter, alors il faut ouvrir grandes nos frontières à une immigration de peuplement massive qui viendra d'Asie, d'Afrique, d'un peu partout. Est-ce que nous pouvons consentir à la submersion de nos peuples? C'est ce qui semble être l'opinion dominante ici pour éradiquer l'immigration clandestine. Éradiquons non pas les sources de l'immigration, mais les sources de la clandestinité. Donc, régularisons tout le monde et ouvrons officiellement les frontières. C'est très exactement le sophisme général de la majorité. Ici, majorité provisoire, j'espère que nous allons la renverser, cette majorité, mais c'est comme quand on tend des pièges sémantiques, comme en appelant les immigrants illégaux, par exemple des sans-papiers. Alors, quand vous dites des sans-papiers, eh bien, on comprend qu'il y a un problème, mais après tout, le problème, eh bien, c'est de doter les sans-papiers de papiers qui leur permettent de rester. Je crois que c'est une politique qui est vouée à l'échec parce qu'elle va fonctionner toujours plus comme une pompe aspirante et évidemment nourrir les espoirs fous de migrants toujours plus nombreux, dont inéluctablement une partie va se trouver en situation difficile en tentant cette traversée de la Méditerranée. Vous parliez de renverser une majorité. Un des débats qui aura lieu cette semaine manifeste justement la grande crainte du mainstream politique de cette maison sur la montée des eurosceptiques, des formations eurosceptiques ou carrément anti-Union européenne aux élections de l'année prochaine. Une des raisons de l'organisation de ce débat est sans doute la dernière victoire du Front National dans une élection locale à Brignoles où le candidat a eu plus de 40% des voix. Est-ce que vous pensez que l'année prochaine, effectivement, il puisse y avoir un énorme groupe d'eurosceptiques au Parlement européen ? Oui, il y a d'ailleurs quelque chose de tout à fait extraordinaire dans ce Parlement qui prétend juger des forces politiques qui sont pourtant représentées en son sein. Ça, c'est aux électeurs de le faire, ce n'est pas à nos adversaires politiques. Alors là, ils organisent un débat sur la montée, alors les termes sont convenus, des extrémismes, de la xénophobie, du racisme, de tout ce que vous voulez en Europe, pour stigmatiser leurs challengers que nous sommes. Et qui, c'est vrai, rencontrent dans les couches populaires, et pas seulement dans les couches populaires d'ailleurs, mais aussi chez des artistes, comme aujourd'hui Alain Delon, chez des cadres, chez des dirigeants, chez des intellectuels, un nombre croissant d'adhésions. Ce n'est pas le rôle de la majorité du Parlement que de stigmatiser la minorité. Pourquoi est-ce que nous n'organiserions pas, si un jour nous sommes minoritaires ici, on pourrait organiser un débat, par exemple, sur les impostures économiques du socialisme ou sur la corruption chez les conservateurs. Ce serait tout à fait hors de propos et tout à fait déplacé. On doit s'efforcer de régler les problèmes. Ce qui est certain, c'est qu'un peu partout en Europe, il y a une poussée. Il y a une poussée, et j'étais aujourd'hui opposé en débat à deux collègues, un écologiste belge et une libérale néerlandaise, qui évidemment stigmatisaient notre extrémisme prétendu, notre populisme, mais qui étaient obligés de reconnaître que ça n'était pas seulement le fruit de la crise économique, qu'il y a des causes plus profondes. Et à mon avis, les causes les plus profondes, c'est qu'un certain nombre de nos compatriotes ont le sentiment que l'on veut détruire leurs identités nationales et leurs libertés. Et en défendant nos identités nationales et nos libertés, comme je ne cesse de le répéter, implicitement, nous défendons aussi celles des autres. Et les autres le comprennent. Ils le comprennent en Europe,
et ils sont de plus en plus nombreux à se faire, et ils le comprennent aussi hors d'Europe. Nous avons beaucoup d'amis africains, asiatiques, latino-américains ou autres, qui comprennent et qui partagent notre point de vue. Alors, vote d'opposition, de pure opposition, ou aussi vote d'adhésion? À Brignoles notamment, quelle est votre analyse? Non mais vote d'opposition, ce ne serait pas d'ailleurs, ce ne serait pas condamnable en soi. Quand on va chez le médecin, c'est parce qu'on est en opposition avec sa grippe, son cancer, sa tuberculose, etc. Bon, c'est pas parce qu'on dit vous surfez sur la crise ou vous engrangez les dividendes de la crise, c'est aussi absurde que de dire qu'un médecin profite de la maladie. Il est certain que si tout le monde était toujours en parfaite santé, ben les médecins n'auraient plus de travail. Bon, donc je trouve très positif, moi, qu'un nombre croissant de nos compatriotes sachent ce dont ils ne veulent plus. Mais contrairement à ce que prétendent un certain nombre de nos adversaires encore, qui sont aveuglés par leur hostilité partisane, ce n'est pas simplement un vote d'opposition. Nos amis, nos adhérents, nos électeurs savent très bien ce dont ils ne veulent pas, mais ils savent aussi très bien ce qu'ils veulent. Ils veulent une économie qui soit raisonnablement protégée. Ils veulent que les trusts financiers internationaux enlèvent leurs pattes de notre industrie. Ils veulent que les conditions de la concurrence commerciale soient loyales et soient équitables. Ils veulent inverser le courant de l'immigration parce qu'ils constatent qu'ils sont un peu plus chaque jour étrangers dans leur propre pays. Enfin bref, ils veulent beaucoup de choses. Ils veulent la défense des valeurs traditionnelles, de la famille, du mariage. Ils veulent que cesse la repentance constante à laquelle on contraint les peuples d'Europe. Enfin, il y a de quoi faire un programme et ce programme, nous l'avons, et je crois que nos compatriotes le comprennent un peu mieux chaque jour. Merci Bruno Gollnisch. Je vous en prie.